So the first question, la première question c'est, are you a driver, are you a pilot or are you a singer? Vous êtes un pilote ou vous êtes une chanteuse? Well, I'm a singer, as that's my profession, but I also race powerboats, and I've done it for many years. So basically, I'm both. Bien sûr, je suis les deux, même si je gagne ma vie en chantant. Have you been chosen by your team thanks to your celebrity? Est-ce que vous avez été choisi pour votre célébrité, par votre équipe, or because you're a fast driver? Est-ce que vous avez été choisi parce que vous êtes célèbre ou parce que vous êtes un pilote qui va bien? Well, I hope it's because I'm a fast driver, for sure. J'espère que c'est en tout cas parce que je suis un pilote qui va bien. What do you prefer, to be on stage or to be behind the steering wheel? Qu'est-ce que vous préférez, c'est d'être sur scène ou d'être derrière le volant? Well, it's a tough question to answer because both is really, really good. But I feel it's quite similar being on a stage and being in a race boat because it's all about concentration. C'est difficile de répondre, j'aime les deux et il y a des similitudes notamment à propos de la concentration. Si vous voulez bien, Xavier Savin, vous avez un conseil à donner à Merit? Something to explain to Merit about this track? Je ne sais pas si c'est la première participation à l'épreuve de Rouen et si c'est le cas, j'aurais tendance à lui dire d'être prudente pendant les 2 premières heures puisqu'on va avoir une renverse de marée à peu près entre 17 et 18 heures. Oh, ça va être difficile à traduire. It's hard to translate, but he said you have to be cool during the 2 first hours because there will be some waves on the track. So thank you, Merit. Merci, Merit. Nous allons retrouver Olivier Lecreureur qui est justement avec l'écurie de Merit Stromoy dans les stands. Oui, voilà, je vous propose de rentrer dans les coulisses. Vous voyez, ces bateaux, en fait, l'écurie, elle a 3 bateaux. 2 bateaux qui sont en classe 1 et un bateau qui est en classe 2. Ce bateau classe 2, c'est celui de Marit Stromoy. Attention, vous voyez, il y a beaucoup d'eau, beaucoup de pluie tombée. En fait, on va retrouver Yves Roguez, qui est le team manager de cette équipe, et le copilote, d'ailleurs. Il sera avec Marit tout à l'heure. Yves, je vous vois en train de nettoyer votre casque. C'est très important, d'ailleurs, vu le temps. Oui, effectivement, c'est les derniers préparatifs que nous sommes en train de mettre en œuvre. La météo est loin d'être bonne, donc effectivement, on va mettre un maximum de produits sur les casques pour éviter les buées. Alors là, on est à l'intérieur, dans les coulisses. Très concrètement ici, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui va se passer pendant 24 heures? Alors ici, on a la chance d'avoir un espace qui mesure 70 mètres carrés et qu'on va diviser en 2. Donc comme vous pouvez voir alors, actuellement, la partie au fond de la tente représente tout l'espace dans lequel on va alimenter tout le monde. On a quand même une équipe de 70 personnes à faire manger. Et toute la partie dans laquelle nous sommes ici, c'est la partie qui, on espère, ne marchera pas. C'est la partie mécanique, donc tout ce qui est réparation moteur et réparation éventuellement sur les patins, tout ce qui est bois et tout ça. Qui fait la cuisine, c'est important pour 24 heures? Ah, effectivement, c'est excessivement important. C'est pas le nerf de la guerre, mais presque. Non, effectivement, on a un partenaire qui nous alimente et toute la logistique est organisée par, on va dire, les féminines de l'équipe en tous les cas. Alors il y a une autre partie des coulisses qui est très importante pour vous, c'est le camion. Je vous propose d'y aller un petit peu. Je vous demande un petit peu de me passer, être juste devant moi pour que l'on puisse monter sur ce camion. Et ce camion, en fait, eh bien, c'est là que l'on va retrouver tout ce qui est important en termes de mécanique. Alors expliquez-nous un peu là où nous sommes. Alors effectivement, nous sommes dans la remorque prêtée par un partenaire et c'est en fait notre stock. Nous avons les batteries, nous avons tous les bidons au cas où un bateau viendrait à couler et il faut qu'on fasse le transvasage d'essence. Nous avons tous les produits, nous avons tout le matériel, les ponceuses, les perceuses. Nous avons tout le matériel de rechange en termes de pointe, en termes de capot, en termes de bulles. Et la petite chose, c'est qu'au fond, c'est l'endroit où on va tout simplement dormir et se reposer un petit peu, si tant est qu'on puisse avoir le temps. L'idéal, c'est de ne rien toucher à tout ce qu'il y a là? L'idéal, c'est effectivement de ne jamais rentrer dans cette remorque, effectivement, tout à fait. Est-ce que les pilotes vont beaucoup dormir cette nuit? Non. Sincèrement non, avec l'adrénaline et tout ce qu'il y a à faire, en règle générale, on dort très peu. Dormir, ça serait nécessaire, mais on n'y arrive pas. Merci Yves, comme vous êtes copilote, donc je vous laisse vous concentrer. Dans 2 petites heures, vous allez... Qui c'est qui démarre d'ailleurs? C'est mon frère, c'est Frédéric Roguez qui va prendre le départ. Suivi de Colin Jelf, Marit, que vous avez eu a priori juste avant, et après j'enchaînerai par le 4e relais. Merci beaucoup. Merci Olivier, on retourne au studio du virage numéro 1, 3 heures avant le départ de ces 24 heures, avec un couple improbable, le roi des excès de vitesse sur la Seine, et puis un gendarme, le gendarme Jean-Marc Feit de la brigade fluviale. Ça fait, après 10 ans de moto sur les autoroutes, 10 ans que vous circulez sur la Seine, avec quel type de mission?
Oui, tout à fait. Ça fait 10 ans que j'exerce à la brigade fluviale de Grand QVI. Donc les missions, la surveillance du fleuve, aussi bien professionnelle que de plaisance. Là, on va vous voir avec vos hommes sur le Zodiac. Hein. Là, pas d'excès de Ouais. vitesse. Hein. C'est quoi? C'est 25 nœuds maximum? Oui, là on parle en kilomètres heure en fluvial, donc normalement c'est 20 km/h 20 km/h. sur la Seine, quoi. Vous surveillez le trafic, vous surveillez la pollution. Tout à fait. On fait aussi, on relève des infractions en matière de pollution, puisque c'est important pour le fleuve quand même. Alors vous êtes parmi les 150 pilotes qui sont là, celui qui connaissait le mieux la Seine. Vous circulez sur ces 200 km qui est votre domaine de compétence toute l'année. Ouais, toute l'année entre Vernon et Le Havre. Donc en plus on est basé à l'île Lacroix, donc le tour de l'île on le connaît par cœur. Et ensuite bien sûr tout ce qui est les plongées, toutes les plongées, bon on les effectue en Seine. Donc fatalement on commence à connaître le fond de la Seine. Et ça vous sert en tant que pilote quand on est sur la Seine à 20 km/h, puis après on se retrouve à 160 km/h, ça vous est utile? On va vous voir à bord de votre bateau pendant des essais. C'était pas à Rouen, c'était un petit peu en amont. Tout à fait, si ça nous sert quand même parce que bon, je connais le fleuve par cœur et comme disait Monsieur Savin, effectivement, les renverses on les connaît par cœur. Bon, aujourd'hui on sait qu'elle est à 18h18 et on doit faire plus attention par exemple à la marée descendante qu'à la marée montante. Par exemple. Ouais, oui. Alors j'entendais des pilotes qui parlaient et disaient quand il y a beaucoup de vagues, on dit même il y a autant de vagues que devant chez Viltard, c'est-à-dire un petit peu en haut. C'est un endroit qui est difficile, Xavier Savin, ça Alors en fait, en remontant le courant. Hein. oui, il y a plein de facteurs qui jouent pour créer des vagues et donc créer des endroits très difficiles. Donc Viltard, où il y a beaucoup de bateaux, c'est ce qui provoque beaucoup de vagues. Mais il y a aussi le nombre de participants, la puissance, et puis le vent, et puis évidemment le coefficient de marée. Et je crois qu'aujourd'hui, on va réunir tous ces mauvais facteurs, ou tous les bons si on veut du spectacle. Vous êtes d'accord avec ça, vous qui Ouais, connaissez la Seine par cœur? Moi je suis d'accord avec Christophe, hein, la marée descendante ça va être terrible dans la mesure où en ce moment on est dans des grandes marées, hein, on est à 94 de coefficient, donc on va avoir un effet de chasse qui va se produire 1 heure ou 2 après la descendante. Et effectivement, là, on risque d'avoir des difficultés au niveau de chez Viltard, ou la halte plaisance. Et alors c'est plutôt la montée dans le courant qui est difficile? Oui, elle est difficile parce que bon, on a le courant en sens inverse et si on a un peu de vent, alors là, ça va être dramatique, quoi. On va s'amuser, quoi. Oui. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Faut lever le pied ou Il faut. ou en gardant de la charge, on garde aussi de la stabilité peut-être? Oui, tout à fait, il faut garder la stabilité. Puis ça dépend aussi des embarcations. Hein. Je pense que bon, les 3000 passeront peut-être un petit peu plus facilement que nous, bon, quoi qu'ils ont la vitesse. Mais nous, par exemple, en 850, en classe 1, moi j'ai une coque relativement courte, assez légère, c'est un bateau de vitesse normalement. Donc je sens qu'il va y avoir du sport. Jean-Marc Fett, merci. Xavier Savin, merci. On va vous suivre. Enfin, en tout cas, on va essayer sur le plan d'eau. Nous serons de retour ici sur les berges de la Seine à 15h30 pour vous faire vivre la montée en puissance et puis l'explosion du départ à 16h. À tout à l'heure. Somptueux les bateaux lancés à pleine vitesse dans la ligne droite pour assurer un dépassement en toute sécurité. C'est quoi la technique? La technique, bon, c'est pas facile. Tout dépend du bateau que l'on va dépasser. C'est déjà connaître ses adversaires, ne pas le suivre dans son sillage, ne pas couper sa gerbe de façon à avoir un flux d'eau qui va nous obstruer la vision. Donc c'est savoir bien faire un dépassement, c'est savoir ne pas dépasser à certains moments parce qu'on va risquer l'accrochage. Oui. Donc il y a plein de conditions qui sont totalement différentes. Juste un mot avant de regagner les stands, juste un mot sur les rétroviseurs. Tous les bateaux sont équipés, c'est obligatoire, mais on voit quelque chose dans ces rétros? C'est indispensable. J'aurais tendance à dire qu'en Formule 1 et dans cette compétition, le rétroviseur est indispensable. C'est là où on sait si on est remonté par un bateau, c'est là où on sait si on peut virer un peu plus sec à une bouée. Parce qu'en fait, c'est pas un circuit automobile, c'est pas non plus un circuit de motocross, c'est en permanence, le plan d'eau change n'importe où, n'importe quand, à n'importe quel moment. Et là, on nous signale déjà premier avatar pour le concurrent numéro 22, l'équipage de Florence de Ronce que vous avez vu tout à l'heure avec Olivier Lecroreur. Olivier, vous êtes dans les stands. Oh là, déjà un bateau qui se fait gruter en plus du bateau de Florence de Ronce. Là, c'est le team Caroline qui remonte après 2 tours. Olivier, vous nous entendez? Vous avez des détails sur ces 2 premiers incidents de course? Écoutez, pour l'instant, donc ce numéro 45, je ne sais pas si vous vous souvenez, si vous étiez avec nous en fait à 12h50, mais c'est le bateau qui avait un gros problème de moteur. Le pilote vient juste de remonter en fait sur les stands et il discute pour l'instant. Si vous voulez, si vous avez quelques secondes, on va juste aller voir pour lui poser la question et lui demander ce qui s'est passé. Dites-moi, qu'est-ce qui s'est passé? On a eu un petit souci moteur ce matin et on a pris le départ vraiment dans les 5 dernières minutes
juste avant le départ, avant de pouvoir mettre les bateaux à l'eau, et on s'est aperçu que l'hélice ne correspondait pas au plan d'eau de cet après-midi. Donc là, on change d'hélice et on repart. C'est une course de 24 heures, donc on va rattraper le temps perdu. Merci, bon courage. Oui, merci Olivier. Donc retour sur le plateau du virage aval. Philippe de Certaines, vous commentez cette course avec nous. On parlait du choix d'hélice. Ça, les grands teams ne commettent pas ce type d'erreur. Vous partez avec la bonne hélice. Il faut savoir que l'hélice, c'est un peu comme la boîte de vitesse sur une voiture. Son rapport de démultiplication engendre la vitesse et l'accélération. Alors nous, on va dire qu'on pousse le système à l'extrême. C'est qu'à maintenant, on a carrément mis en place un programme informatique pour mesurer les hélices. Et on fait notre choix d'hélice non plus sur l'eau, mais directement sur ordinateur. On sait que tel type d'hélice va nous donner tant d'accélération, tant de vitesse de pointe, et éventuellement va nous permettre d'accélérer mieux ou d'avoir une meilleure stabilité. Donc d'abord, on travaille en amont, on regarde l'hélice, on mesure l'hélice, on la passe dans la machine à torture, on va dire, et on en tire une conclusion, et après, en finalité, on valide. C'est pour ça que ce matin, par exemple, j'ai fait un tour avec une hélice, je suis revenu, j'ai fait un deuxième tour, le feeling a confirmé le choix, mais ça, c'est notre job de tous les jours. Là, vous pouvez nous commenter les images des bateaux qui arrivent de face. Ils sont relativement stables, hein, et ils arrivent à bien passer la vague. Alors tout dépend où l'image est prise et au moment. Mais ce qui est impressionnant, c'est qu'on voit, là c'est un bateau, c'est stable, mais il ne faudrait quand même pas qu'il y ait un coup de vent à ce moment-là. Bien sûr, sur ce ralenti, on voit bien le travail des patins. Le pilote met du trim là sur cette image ralentie. Non, il était en positionnement, on veut dire stable. Donc prudent. Pas prudent, mais c'est une coque Molinari, c'est une coque qui passe excessivement bien à la vague. À la limite, c'est une coque qui serait presque capable d'être pilotée sans trim, tellement elle était bien conçue pour voler sur l'eau sans s'envoler. C'est un bateau qui était très agréable à piloter.